De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Aujourd'hui, on parle du conflit et du call-out et de ses conséquences sur les milieux queer. Sur notre plateau, on accueille Axiel, Nadia et Poppy. Avant la pause musicale, on a parlé du manifeste Mieux gérer nos conflits et de pureté militante ou d'impureté militante. Donc jusqu'à présent, on a un peu fait les constats de ce qu'on a pu observer, expérimenter, étudier. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse aborder la question des impacts. Quels sont, selon vous, les impacts des conflits non résolus, des call-outs intracommunautaires ? Vaste question. Vous avez 3 minutes. Ouais. C'est vraiment une question qui est très, très complexe à répondre. Le week-end dernier, il y avait le cirque queer, et on est le cirque queer avec... moi, je suis à l'Asso Clarté. Et il y a un moment, durant la représentation, il y a une personne qui est devant une planche et il y a un jeté de couteau. Et il y a une narration qui dit, dans ce cas-là, cette personne sait que la personne ne va pas la toucher avec des couteaux parce qu'on est entre nous et que le milieu... Et en fait, en écoutant ça, j'ai ressenti émotionnellement un truc de rejet hyper fort, et émotionnel de me dire non, c'est pas vrai, en fait je suis pas en sécurité. Une des conséquences, alors très égoïste parce que je l'expérimente moi, c'est vraiment d'inflammation émotionnelle, de dire en fait non, je me sens en danger, en fait le sentiment de danger qui est promu par cette culture là, où en fait on se dit quand est-ce que ce sera mon tour, quand est-ce que ça va tomber encore cette fois, qu'est-ce qui va m'arriver. Donc en fait un sentiment d'insécurité qui nous empêche d'essayer, qui nous empêche de faire des tentatives. Je sais que moi, je suis blanche. Il y a plein de moments où en fait, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais envie d'intervenir sur des questions antiracistes parce qu'en fait, c'est important d'intervenir dans des situations. Et où je me dis merde, mais en fait, si je fais pas ça correctement, et c'est débile. Après, je me tape contre la tête contre les murs, de me dire non, mais Axiel, en fait, tu fais un truc. N'importe quoi à ce stade, mais tu fais un truc. Et je sens qu'en fait, c'est l'internalisation de la pureté, justement. De cette contrainte à quelque chose de... Tu ne dois pas agir tant que tu ne fais pas les choses parfaitement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable pour tout le monde, quoi. Oui, je trouve que ça fait... Tu vois, c'est comme... Ça crée un climat anxiogène. Cette volonté de pureté militante dont on a parlé tout à l'heure, cette épée de Damoclès qu'on a un peu au-dessus de la tête, à tout moment, en fait, si je fais un faux pas, si je dis pas le bon truc, quick, ça va me tomber dessus et je vais me faire exclure et shamer publiquement. Enfin, c'est très compliqué, en fait. Moi, j'ai plein de potes qui me racontent avoir peur d'initier quoi que ce soit, de faire des choses très banales, comme proposer de faire garder son chat quand elle part en vacances. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez dommage. Le mot n'est pas assez fort pour ce que je ressens. Triste, ouais, je sais pas. En fait, le call-out, ça conduit aussi à l'auto-ostracisation. Moi, j'ai remarqué ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un call-out, même s'il y avait des personnes qui étaient anti-call-out, enfin, du moins ce type de call-out-là, puisqu'on différencie les call-out et comme disait Axiel tout à l'heure, c'est un outil et on peut l'utiliser avec certains critères. Mais quand c'est fait injustement, et même s'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ça, ça conduit presque toujours, dans ce que j'ai vu, à une auto-ostracisation de la personne qui s'est fait call-out. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de la ramener dans le groupe, au bout d'un moment, elle s'en va, quoi. Il y a un truc avec le call-out, c'est qu'il est infalsifiable. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'effacera jamais. Et y compris si la question a été résolue, s'il y a eu... en fait, il ne s'effacera jamais. Et donc, ça fait un espèce de... Il y a un réservoir de trucs où peut-être tu vas pouvoir revenir, mais un jour, quelqu'un sera énervé contre toi et va ressortir ça. Et donc, ça crée un truc où... une espèce d'épée de Damoclès, effectivement, où un jour, ça va péter, tu sais pas quand, et donc, c'est un petit peu anxiogène. En fait, ce qui conduit aussi à ce climat anxiogène, c'est que la plupart du temps, comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est des espèces de rumeurs un peu insidieuses. Et je pense qu'une manière de lutter contre ça, c'est de se dire que tant qu'il n'y a pas de fait, c'est pas ok de call-outer quelqu'un, ça et d'autres paramètres que vous avez listés, mais on peut pas call-out quelqu'un s'il n'y a pas de fait, en fait. On peut pas laisser des rumeurs ostraciser la personne ou le fait qu'elle s'auto-ostracise, c'est pas possible. C'est pas la personne qui est méchante, c'est son comportement qui a posé problème. Son comportement, c'est quoi ? C'est des faits, en fait.
Ça demande une certaine précision et je pense que si moi on me reprochait des faits, je le prendrais quand même beaucoup mieux que si derrière j'étais call-out parce que j'ai pas fait un truc assez bien, parce que le dernier truc que j'ai écrit il a pas plu parce qu'il était pas assez militant, qu'il était trop court, qu'il allait pas au fond des choses, que de ceci, que cela, quoi. C'est ok, tu me reproches ça, c'est valide. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai écrit c'est trop court, c'est trop superficiel, c'est trop... Ok, pas de souci. C'est des faits. C'est pas moi qui suis remise en question. Et les call-outs dans les milieux militants ont tendance à être une succession d'adjectifs. De cette personne, elle est classiste, elle est validiste, etc. Je me souviens d'un énorme call-out il y a plusieurs années à Toulouse, dans les milieux anards, où vraiment, c'était un post Facebook de 20 pages, avec vraiment que des petits, genre vraiment la liste avait les tirés, validistes, nana, abus d'autorité, je sais pas quoi. Et en fait, ce truc-là, il permet pas d'aller effectivement voir des faits et tout ça. C'est une figure en rhétorique. Le bateau de Thésée, c'est l'idée on prend un argument et on remplace ces parties petit à petit, et à la fin, on continue de dire que c'est le bateau de Thésée, mais c'est plus le même bateau. Et typiquement, j'avais fait un petit texte pour dire, en fait, quand vous dites bidule et transphobe, ça ne me dit absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait, bidule et transphobe, je ne sais pas si c'est une militante anti-trans, je ne sais pas si elle a dit une bêtise un jour, je ne sais pas si elle n'était pas éduquée ou elle a du mal à respecter les pronoms des gens, ou j'en sais rien. En fait, toutes ces choses-là, dire bidule et transphobe, ça ne me dit absolument rien sur le niveau de danger, sur est-ce que la personne elle est susceptible d'apprendre, de se mettre... Ça ne me dit absolument rien. Et souvent, en fait, les call-outs militants, ils sont faits avec ces mots-clés-là qui sont infamants. Et une fois qu'on les a collés, en fait, voilà, on les a collés pour toujours. Si on se balade sur Instagram un petit peu à n'importe quel endroit, on va voir que dans les commentaires, il y a toujours des gens pour dire « Ah ouais, vous relayez bidule, mais en fait, bidule, et en fait, elle est transphobe. » Et je suis là, genre, dis-moi pourquoi. Genre vraiment, donne-moi juste 2 faits voilà. Juste dis-moi un peu pourquoi, quoi. Et ça fait une super transition avant de continuer les échanges sur cette question-là. On va écouter une capsule sonore de Elsa Deck-Marceau à nouveau. Malheureusement, reprendre les personnes une par une, c'est très beau, mais c'est sans fin. Et que c'est pas par là que la révolution passera, ou qu'en tout cas on pourra changer de système ou de contexte politique et socio-économique. Je pense qu'au-delà du fait que c'est pas bien et que ça va pas avoir de conséquences sur un long temps, je pense que aussi c'est important de dire que ça nous traumatise collectivement. Voilà. Et le fait est que souvent c'est aussi les personnes qui s'investissent le plus dans les luttes féministes, écolo, etc., qui aussi se retrouvent le plus durement injectivées quand elles font une faute ou quoi. Et on a tendance à aussi oublier les personnes comme des individus à part entière, avec des moments où ça va moins bien, où ils vont être peut-être plus à même de trébucher, et puis d'autres moments où en fait ils ont énormément servi la cause à plein d'endroits, et que du coup par ces pratiques punitives on essentialise énormément les gens à un acte en particulier à un moment donné, en oubliant totalement que la personne est une personne entière, complexe, et qu'elle est aussi bien d'autres choses que la personne qui a fauté. Et outre ça, il y a le fait que, encore une fois, j'ai déjà dit mais je le répète, traiter l'autre comme ça nous enseigne que nous aussi on est sur la sellette. Et ça, je pense que collectivement c'est extrêmement traumatisant et que c'est extrêmement précaire comme équilibre de vie. Comment vous voulez vous investir dans une lutte sur le long terme en vous disant en fait du jour au lendemain je peux en être virée parce que j'ai mal agi, quoi. Dans cet épisode de l'Affranchi podcast, Elsa Deck-Marceau revient sur un phénomène courant, réduire une personne à une seule erreur, comme si cet acte définissait à lui seul son existence. C'est comme s'il n'y avait pas d'espace pour la nuance ou pour la complexité de la personne. Et pour changer d'avis, vraiment. C'est-à-dire que souvent, déterrer les choses que quelqu'un a fait il y a 4 ans, en fait, moi, il y a 4 ans, je dis des dingueries, hein, et d'ailleurs, je dis probablement des dingueries pour mon moi dans 4 ans, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est une simplification qui ne rend service à personne. Oui, on juge des comportements, on ne juge pas des personnes, en fait. La nuance, elle est là pour moi. Je pense à des personnalités publiques, par exemple, je pense à Lexi de Aggressively Trans, et sur ce qu'elle dit de... les personnes qui sont le plus investies sont aussi les plus susceptibles de se faire call-out à un moment. Pour revenir sur cette notion de pouvoir qui était essentielle dans la notion de call-out, on confond le pouvoir avec plein de choses. Et notamment, on confond le pouvoir avec l'exposition. Lexi, c'est une militante trans très très visible, une des plus visibles en France, c'est sûr, par les transphobes, parce que voilà, mais aussi attendre au tournant par la commu, parce qu'on lui prête un pouvoir, alors qu'en fait, quelque part, oui, elle a essentiellement... On se dit, bon, cette personne, elle a X centaines de milliers d'abonnés, donc cette personne a du pouvoir, donc c'est OK de lui reprocher le moins de trucs,
alors qu'en fait, elle est aussi, c'est le clou qui dépasse le plus, et donc on va taper dessus bien fort, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, comment dire, cette notion de pouvoir appliquée à la célébrité, il fonctionnait bien dans un système un peu à l'ancienne, avec voilà, les personnalités de la télé, du cinéma, où en fait, voilà, pour arriver à ce stade-là, il fallait arriver avec tout un background culturel et social, économique derrière qui était hyper concret. Mais en fait, on peut pas mettre PPDA et Lexi sur le même pied. En fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que les personnalités un peu individuelles qui ont émergé au détour des réseaux sociaux, ou parce que présentes dans les milieux militants, parce que organisant plein de choses, etc. Je vais pas dire qu'elles ont pas de pouvoir. Déjà, prendre la parole, avoir là, collectivement, là, on est en train d'exercer le pouvoir de parler, qui est hyper important, voilà. Et je vais pas dire que j'en ai pas, quoi, rien qu'en faisant cet acte-là. Pour autant, voilà, on manque de capacité à saisir la nuance, et notamment cette espèce de tension qui s'effectue entre la possibilité de parler et l'exposition, et notamment pour les personnes minorisées, quoi. Puis à un moment donné, conscientiser tes privilèges, c'est bien, et en faire quelque chose, c'est bien aussi. Donc si tu utilises tes privilèges pour aller te faire taper dessus par les groupes de transphobes, en fait, faut qu'on sache dire merci aussi, quoi. Et se dire qu'en fait, elle a besoin de rentrer à la maison. Et il y a des mouvements un peu massifiants où le but, ça va être un peu de convertir tout le monde à un peu la même idéologie, dans des groupes hyper... Moi, je suis très opposé aux antennes. C'est-à-dire au groupe il y a un groupe un peu à Paris qui est le nana, et ensuite, il y a des antennes. Moi, je pense que c'est pas comme ça que ça doit parler, parce que je pense qu'il y a un truc affinitaire qui est important. Et justement, je prône plutôt le fait d'avoir des petits groupes affinitaires où il y a un haut niveau et des coalitions où, en fait, on sait qu'on est d'accord sur ces trucs-là, et on va aller faire front ensemble sur ces trucs. Et j'ai l'impression que quand on est exposé, par exemple comme Lexi, quand on va s'exposer au contact de groupes qui sont soit hostiles, soit pas franchement trop documentés, on a besoin de pouvoir se reposer un peu avec des gens qui nous ressemblent davantage. Et bon, ça, c'est aussi un des trucs. La personnalisation, c'est mal, voilà. Mais j'ai l'impression que, par exemple, Lexi, en l'occurrence, elle a besoin, et j'imagine qu'elle a ça d'entourage amical, mais en tout cas, elle aurait besoin que derrière, il y ait une commu trans ou un milieu trans qui soit soutenant, au moins, prenant en compte les violences qu'elle se prend dans la gueule, et pouvoir fournir un soutien psychologique, symbolique, en tout cas quelque chose de se dire, au moins là, je vais pas m'en prendre plein la gueule, quoi. Et c'est pas toujours garanti. Donc je lui souhaite, et à tout le monde d'ailleurs, d'avoir des groupes voilà, qui soient conforts. J'aime bien cette idée qui est du collectif, de toute façon, qu'on n'expose pas des personnes à chaque fois, parce que c'est un peu facile de se planquer derrière des personnalités pour donner des avis. En fait, on se crée des martyrs, et on n'a vraiment pas besoin de martyrs. Enfin, c'est un concept qui est ultra dépassé. Il faut vraiment arrêter avec ça. On n'a pas à mourir pour une cause. Enfin, il n'y a pas ce truc-là. Enfin, c'est encore une espèce on crée des êtres, encore une fois, de pureté. Et dès qu'ils dégringolent un tout petit peu dans notre estime, faut les abattre, parce que du coup, ça fonctionne plus, quoi. Il y a ce truc on a besoin d'idoles, quoi. Et non, on n'a pas besoin de ça, en fait. On a besoin de prendre nos responsabilités collectivement et d'arrêter de réagir comme si, encore une fois, il y avait des bons, il y avait des méchants, il y avait des gens qui sont exempts de tout soupçon et sur lesquels on va pouvoir se reposer pour pouvoir construire. C'est un peu trop facile, en fait. Forcément, ça va être inconfortable. Forcément, ça va demander à tout le monde de participer. Et on ne peut pas se permettre de se planquer comme ça derrière les autres. Je trouve qu'un des impacts aussi, du coup, c'est l'exclusion. J'aimerais vous lire une citation que j'ai trouvée très parlante. « L'exclusion est souvent l'outil privilégié des personnes qui se préoccupent des problèmes ou des conflits dans les communautés queer. Ce qui ne fait que perpétuer les cycles de déshumanisation et d'agression. Il s'agit de la réponse la plus facile, simpliste, trop souvent mobilisée, en réaction à toutes sortes de conflits interpersonnels et intercommunautaires. » Cette citation est extraite du livre « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman et a été écrite par Cooper Lee Bombardier. Et je trouve que malgré nous, en fait, avec ça, on reproduit des dynamiques punitives et carcérales. Malgré le fait qu'on se revendique... j'ai oublié le mot. Abolitionniste pénal, pardon.
et qu'on soit là à cab tout le temps. Enfin, en fait, non, en faisant ça, on devient les flics, on flique en fait les autres personnes. Et évidemment, voilà, on a grandi dans ce système, donc c'est très difficile en fait de s'en extraire. Mais en faisant ça, on laisse très peu d'espace aux personnes de pouvoir changer. Ce que tu disais tout à l'heure, Axiel, c'est que un call-out n'a pas de finalité dans le temps, à la différence d'une sanction pénale qui est définie dans le temps. On estime que voilà, cette personne avec ce crime mérite 3 ans. Après 3 ans, voilà, cette personne, on estime qu'elle a fait sa peine. Le problème, moi je trouve, dans les call-out intracommunautaires, c'est qu'ils sont pas définis en fait. C'est à perpétuité. Voilà, on aura toujours un peu ce bagage qui va nous suivre pour une action sur laquelle on est plus forcément d'accord. Ce qu'on disait, c'est que voilà, on continue d'avancer, on continue d'apprendre des trucs. Enfin, moi non plus, j'étais pas d'accord avec ce que je pensais il y a 5 ans et j'espère continuer à apprendre des choses, quoi. Ouais, puis ça rend service à qui en fait ce truc-là? Parce que du coup, effectivement, on essentialise les personnes qui ont commis des agressions. Donc du coup, on leur met cette étiquette sur le dos et puis ça va les poursuivre tout le temps. Mais du coup, les personnes qui en sont victimes bénéficient des mêmes étiquettes. En fait, il y a un truc qui bouge pas. C'est que du coup, on fige dans le temps des choses et donc on se retrouve avec des personnes qui restent aussi en position de victime perpétuelle. Et on crée une forme de victimisation éternelle aussi, quoi. C'est qu'on n'accepte pas le changement pour personne. Ça, la résultante du call-out, c'est aussi ça. C'est que ça bloque les gens dans un état, alors qu'un état, c'est censé être temporaire. Et du coup, en fait, on fait rien pour avancer. Donc, en fait, on fait rien pour les agresseuses et on fait rien pour les victimes. Ça, moi, encore une fois, il y a un manque d'efficacité, quoi. Enfin, Elsa Decmarceau, elle en parle beaucoup dans son podcast, dans le Priorité à droite, dans son interview. Et je trouve ça très intéressant, cette notion, cette dichotomie de victime-bourreau dans lesquelles on est un peu bloqué. On semble en tout cas bloqué. Mais c'est une super transition, Poppy, pour ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce qu'on pourrait mieux faire? Et selon vous, quel est le rôle de l'entourage pendant un conflit ou un call-out? Grosse question là aussi. Le rôle de l'entourage, c'est déjà, premier truc, arrêter les trucs de type soutien inconditionnel. Je ne suis pas ton ami si je te soutiens inconditionnellement. Je suis ton ami si je te dis les choses quand tu fais des choses que j'estime pas correctes, si justement j'amène le conflit au lieu de l'esquiver et si je prends ces responsabilités-là. Et ça, c'est le rôle de l'entourage dans les situations, par exemple, d'une personne qui est accusée d'agression. Et c'est aussi le rôle de l'entourage des personnes victimes d'agression, par exemple, ça va être aussi de privilégier la reconstruction, la réparation, ou de se dire ok, ça va être quoi les besoins, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, et de pas être dans une posture là aussi. En fait, personnellement, je trouve que être victime n'est pas moins déshumanisant qu'être agresseur. C'est-à-dire que les termes comme ça, poser des espèces d'énormes termes, dans tous les cas, ça enferme effectivement les victimes, les personnes dans un certain vécu. Et je pense que l'entourage a le devoir de justement travailler à la transformation du vécu, et donc avec tout ce que ça peut impliquer, quoi. Point de vue un peu plus large, j'ai écrit un bouquin qui parle beaucoup de justice transformatrice. Actuellement, je ne crois pas à la justice transformatrice. Genre, je le dis, clairement, ça, en fait, dans les conditions actuelles, clairement, ça ne fonctionne pas. Pour moi, je pense qu'il y a besoin d'une acculturation globale à ces questions-là, qu'on se responsabilise au niveau des conflits, que tout le monde apprenne que, en fait, un conflit, c'est une occasion de se transformer, de faire mieux, et pas quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Donc je pense qu'il y a besoin, et qu'en fait le but, quelque part le rôle que joue la multitude d'outils dont on bénéficie, c'est d'abord de nous habituer à l'idée qu'autre chose est possible. Et quand suffisamment de gens seront habitués à cette idée-là, ça pourra changer, mais qu'en fait ça demande un niveau justement de responsabilité les uns envers les autres, de régler les conflits, qui est très rarement atteint à l'heure actuelle. Et quelque part, en fait, entre des gens qui ont vraiment... le premier truc, quelque part, dans une médiation ou une résolution de conflit, c'est de poser le but. Par exemple, le but, ça va être de continuer à fonctionner. S'il y a un conflit dans une asso, le but, ça va être, par exemple, que l'asso puisse continuer de fonctionner et qu'on puisse continuer de fonctionner collectivement. Tant qu'on n'a pas posé ce but-là et qu'on n'est pas d'accord sur ce but-là, ça sert un peu à rien. Et souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on peut être d'accord un peu en théorie sur ce but, mais émotionnellement, on n'y est pas, donc en fait, on va quand même se barrer à la fin, quoi.
pour moi, le truc qu'on devrait atteindre, c'est arrêter de faire que les comportements manipulatoires, d'agression, de prise de pouvoir, d'emprise, ils cessent d'être rentables. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de viols actuellement, par exemple la culture du viol, c'est en fait, je peux consommer du sexe sur quelqu'un, genre sans son... Et finalement, ça ne va pas avoir des conséquences, en moyenne, des conséquences qui sont énormes. Et quand conséquences, je ne dis pas forcément le truc de punition, je dis les conséquences sur l'entourage. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, quand on voit, voilà, si on parle de call-out un peu grand, je ne pense pas que Harvey Weinstein ait perdu beaucoup d'amis dans l'histoire. Et justement, le rôle de l'entourage, là, c'est de dire, non, en fait, tu fais de la merde et je ne vais pas te défendre dans le fait de faire de la merde et ça va changer. Et en fait, d'avoir une vigilance à ça. Or, ce qu'on observe un petit peu... je sais que moi j'ai un peu un truc un peu parano là-dessus, donc aussi je n'ai pas un regard qui est hyper charitable, mais j'ai l'impression qu'il y a certains comportements qui sont des comportements de manipulation, de prise de pouvoir, qui prennent d'autres aspects, par exemple qui vont prendre l'aspect crié en premier, quelque part dans un conflit, d'accuser d'abord la personne, de prendre un petit peu l'ascendant en utilisant justement des mots de vocabulaire qu'on utilise dans les milieux militants et qui, je trouve, appauvrissent la pensée, vraiment. Genre, le fait qu'il y a un peu ce truc de le reste du milieu va un petit peu regarder où va le vent et aller dans le sens du vent, ça continue de rendre rentable des comportements qui sont des comportements de prise de pouvoir individuels sur le collectif. Et pour désamorcer un peu ces comportements-là, il faut qu'on arrive collectivement à, en fait, ne pas être terrorisé, bon, ce qui est un peu un petit... mais justement à dire, non, en fait, là, ça marche plus. Genre, concrètement, c'est important d'écouter la parole des gens, de toutes les personnes, mais on va aller questionner cette parole-là, dire ok, très bien, là il s'est passé ça, est-ce que tu peux détailler un peu plus, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire autrement, qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place, enfin en tout cas, arrêter d'un petit peu sanctuariser le ressenti et poser vraiment la question des conditions matérielles dans lesquelles les choses se passent. Alors arrêter que les comportements antisociaux, pour dire vaguement, soient rentables, c'est un projet de très long terme, mais pour moi, il y a ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la punition, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont, et notamment des personnes qui ont été call-out, qui vont dire « Moi, j'aurais préféré être puni parce que ça a une fin. » Bon. Pour autant, la punition, c'est pas forcément quelque chose qui va créer une velléité de changer ou quelque chose... bon. Donc, je suis pas sûr que ce soit giga fifou la punition non plus. Bon, au moins, ça a le mérite de faire un truc un peu rituel, et les rituels, c'est quelque chose qui sont importants dans la cohésion du groupe et tout, mais bon. Le rôle de l'entourage, du coup, si je reprends un peu ce que tu dis, c'est quelque part d'être capable de dégager quel intérêt et quel conflit intérieur tu peux avoir à ne pas soutenir émotionnellement complètement une personne qui a eu un comportement pas ok, quoi. Donc c'est aussi savoir se questionner, soit en tant que personne, sur qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je vais perdre comme avantage à questionner cette personne. Est-ce que ça va me mettre en difficulté sociale ? Oui, il y a tout ça à questionner en fait. Donc ça veut dire que l'entourage a un vrai rôle important, mais aussi un vrai gros travail à faire sur sa posture dans un conflit. Je vous écoute là. On va passer du coup à la dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux auditeuristes pour traverser des conflits ? Prendre le temps, c'est-à-dire de ne pas se sentir obligé de réagir dans l'immédiat. Prendre le temps de prendre du recul, c'est-à-dire de dire ok, là en fait je vais poser mon téléphone. Première chose, enfermer son téléphone dans une petite boîte verrouillée dont on n'a pas le code. Et prendre le temps d'aller... voir potentiellement des amis, mais pas forcément pour se parler du conflit, mais vraiment pour la question du lien social. Poser honnêtement la question de ce qui est de ses émotions, c'est-à-dire essayer d'observer un peu ses émotions. Moi, j'écris beaucoup, par exemple. Quand je suis activé, je vais écrire, et en fait, souvent, je vais écrire des trucs un peu des horreurs. Ça m'aura fait du bien de les écrire, et après, je vais être un peu plus ok pour en parler et aller chercher de l'aide quand c'est possible. Arriver, avec le recul dont tu parles, à dissocier les faits des ressentis et des émotions, c'est une chose importante aussi. Savoir qu'est-ce qui relève de soi et de ses propres triggers et de ses propres difficultés, et qu'est-ce qui relève de ce que l'autre a fait, quoi. Pas mieux, hein. J'en ai quelques-uns aussi que Joe, qui est à la régie aujourd'hui et qui travaille sur
dans les médiations, on a écrit quelques-uns. Donc, il nous dit éviter les messages, SMS, WhatsApp, Signal en période de conflit. Que quand il y a une forte tension, ce mode de communication peut favoriser les réactions immédiates et peut prêter à confusion sur les intentions. Je suis tout à fait d'accord. C'est très difficile de sentir le ton, de sentir comment parle la personne quand on est fâché avec et qu'on lit un texto, et de plutôt privilégier un appel ou une discussion en face à face. Il en a mis d'autres. Alors, prendre un temps de recul, donc ce que tu disais tout à l'heure, Axiel, moi je trouve que ça m'aide aussi vachement. Et au fur et à mesure, en fait, à force de traverser des conflits, d'essayer d'observer comment est-ce qu'on fonctionne. Moi, je sais que j'ai des petits trucs qui me font redescendre, c'est prendre une douche, fumer une clope. Enfin, voilà, et je sais que quand je monte en pression, j'ai un peu ces deux petites options-là pour me faire décompresser. Voilà, est-ce que vous en voyez d'autres ? Moi, j'ai l'impression que si on a l'occasion et qu'on a le groupe pour faire ça, c'est toujours intéressant d'utiliser des outils comme le théâtre de l'opprimé pour rejouer le conflit, pour pouvoir l'analyser en fait, soit et en voyant quelqu'un d'autre dans la situation, quand quelqu'un d'autre qui rejoue à sa place. Ça peut être intéressant aussi de se voir dans le rôle de la personne qu'on considère comme agresseuse, pour essayer de comprendre les motivations, ce qui peut traverser, ses émotions, et pas la déshumaniser notamment. Donc j'ai l'impression qu'il y a des outils comme ça qui permettent de rejouer, de s'habituer à être en conflit, de presque pas confortable, parce que je pense qu'on sera jamais confortable avec le conflit, c'est trop difficile, mais voilà, d'être un peu moins confortable avec le conflit, et d'aller l'explorer de l'intérieur en fait. Je pense qu'il faut qu'on se donne ce droit-là, et je pense qu'il faut qu'on crée aussi des groupes qui nous paraissent OK pour pratiquer ce genre de choses. Il y a une technique que j'utilise quand je suis très très émotionné, qui est de me raconter au passé ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire de faire comme si, dans 6 mois, j'étais en train de raconter la situation à quelqu'un d'autre. Et ça me permet de justement introduire de la distance, du détachement, et de concentrer mon cerveau sur le fait qu'en fait, ça va passer. Ceci aussi passera, voilà. À un moment donné, ça sera dans le passé, même si là, c'est dans le présent. Moi, j'ai toujours cette solution d'organiser des combats de boxe, mais franchement, des fois, j'y réfléchis. Moi, c'est toujours un truc qui est dans un coin de la tête, je le dis souvent comme une blague, mais en vrai, si les gens pouvaient se battre une bonne fois pour toutes, pour mettre ça de côté après derrière, alors il faudrait poser des conditions évidemment, hein, mais c'est du coup, ça fait longtemps que j'y réfléchis, donc de plus en plus ça se précise ce projet dans ma tête, mais en vrai, ouais, enfin je sais pas, en tout cas, le fait de se battre, c'est un truc que je symbolise comme ça, mais ça pourrait être aussi de le verbaliser, ça pourrait être vraiment, mais très symboliquement en fait, mettre les gens sur un ring avec des micros et pouvoir faire une espèce de truc de dites-vous ce que vous avez à vous dire en fait, lâchez tout, soyez le plus injuste possible, soyez le plus méchant possible si ça vous fait du bien, mais à un moment donné il faut aussi que ça sorte cet aspect là, et donc du coup moi, ça sort par l'aspect de la violence, forcément, parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué, malheureusement. Mais ça peut être aussi, justement, symbolique, cette façon de le sortir. Et donc, du coup, ouais, de plus en plus, moi, je réfléchis à cette forme-là de foutre un ring avec des gens au milieu, et puis d'animer ça, en fait. Et puis de le... Ouais, enfin, je sais pas, c'est un truc qui est parti d'une blague, et puis qui est en train de plus en plus... se formaliser, je sais pas, peut-être qu'un jour j'organiserai ça. Je pense que c'est vraiment une super idée. J'avais pas participé à ça, mais j'étais à un événement où il y avait ce truc-là. Il y a une salle dans laquelle tu rentres pour bitcher. Ouais. Et les gens qui sont là, ils ont pour consigne de t'escalader dans ton bitching. Et en fait, t'arrives à un tel... En fait, c'est cathartique. Ouais. Et en plus, t'arrives à un tel point dans l'absurde de « ouais, t'as trop raison » qu'en fait, au bout d'un moment, tu es obligé de dire « bon, ok, c'était peut-être pas si pire. » Enfin, il y a un truc... Il y a des techniques qui sont utilisées... un peu plus soft, qui sont des techniques de la chaise vide en face. Tu la jettes à la tête de quelqu'un? Alors, pas du tout. C'est et la tempérance. En fait, tu imagines que la personne avec qui tu es en conflit est sur la chaise vide et tu lui parles et tu lui déballes ton sac, ou tu demandes à un ami ou une amie de jouer cette personne. Voilà, ça peut être assez cathartique aussi. Complètement, ouais.
Ouais, ça marche bien. Moi, j'avais fait ça avec ma psy. Ça marche très bien. On arrive à la fin de notre émission consacrée au conflit et au call-out et de ses impacts sur les milieux queer. Le podcast sortira en 2 épisodes et sera disponible sur YouTube, Spotify et le site de Canal Sud. Un immense merci à nos invités Poppy, Axiel et Nadia qui ont partagé leurs expériences et leurs connaissances sur ce sujet. Auditeurs, si vous souhaitez aller plus loin, on mettra en descriptif du podcast toutes les ressources citées dans l'émission. Le podcast sera disponible prochainement sur les plateformes d'écoute. Notre prochaine émission aura lieu le 2 juin. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Claire et à Joe à la régie et merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos queerités. On se quitte en musique avec Mélusine. Mélusine est une chanteuse et compositrice franco-maltaise dont l'univers musical oscille entre le néo-soul et le hip-hop avec des influences jazz et R&B. Les paroles du morceau qu'on va écouter jonglent entre la confidence et la confrontation, jouent sur les ambiguïtés. À qui s'adresse-t-on vraiment quand on remet en question l'autre? Le morceau s'appelle Who Do You Think You Are? Nigga, who do you think you are? Acting like you a star. Acting like you a god, but you ain't shit, you a walking lick. Baby, you really got some gall. Shit, you got me in shock. How dare you for a second think you had rights over more? The audacity, you gotta have to think that all the shit you pull will never get you in the back of karma. The audacity, you gotta have to think that all the shit you pull will never get you in the back of karma. Shit, you must be mad, bitch. My sister seen this. You acting shameless, but your behavior's a damn mess. This is acting like you ain't got kids and a baby girl no less. Shit, you really are shameless. Trust don't just a cop out. Break it and you are out. How dare you for a second try to justify your fault? The audacity, you gotta have to think that all that shit you pull will never get you in the back of karma. The audacity, you gotta have to think that all that shit you pull will never get you in the back of karma. Shit, you must be mad, bitch. My sister seen this. You acting shameless, but your behavior's a damn mess.